Geoffrey, vous êtes avec nous en direct de Daniel Cohn-Bendit. Je ne sais pas si on vous voit dans votre bibliothèque maintenant. Ah non, là, vous êtes sur un fond un peu austère. Très bien, c'est très bien aussi. Merci Luc Ferry d'être là aussi. Bonsoir à vous aussi. On va reparler dans quelques instants de Marine Le Pen, de Trump, de la trumpisation, peut-être des succès d'un trumpisme à la française. Ça met en joie certains, ça dépend des points de vue, chacun est libre. Et d'abord peut-être ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire la très violente vague de bombardements voulus et exécutés par Vladimir Poutine. Des images en témoignent, ça a été vraiment une vague exceptionnelle, non seulement de drones, mais de missiles. Le ciel ukrainien a été en partie saturé. C'est-à-dire que la défense ukrainienne n'a pas pu arrêter toute cette vague extrêmement puissante et extrêmement destructrice. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet. C'est une preuve que pour l'instant, Poutine ne veut pas la paix. Votre regard à l'un et à l'autre, d'abord, que fait ici Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qu'il est en train, juste après son coup de fil avec Scholz, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Danny Cohn-Bendit. Je crois que Vladimir Poutine, comme Darius Rochebin, a compris que Trump a été élu aux élections d'il y a 3 semaines. Et donc, il essaye, par tous les moyens, de faire comprendre aux Ukrainiens que avec Trump, il allait imposer la paix et que les Ukrainiens vont subir encore dans les mois qui viennent des attaques de plus en plus violentes pour qu'ils se mettent à genoux. Il essaye de mettre à genoux la population ukrainienne qui n'en peut plus et s'attaquer donc à tous les infrastructures électriques, etc. avant l'hiver, c'est exactement pour les mettre à genoux. Voilà ce qu'il est en train de faire et je trouve que la réponse des Occidentaux n'est pas à la hauteur parce que on ne donne pas aux Ukrainiens les armes d'attaquer les lieux d'où partent ces attaques. Ce sont des lieux militaires, des centres militaires en Russie et on ne leur donne pas toutes les possibilités de se défendre à ce niveau. Luc Ferry. Écoutez, un jour, il faudra qu'on prenne le temps de donner Dany d'un côté, moi de l'autre, l'analyse qu'on fait de cette guerre depuis 2014. Et sinon depuis 2014, depuis 2022, qu'on s'explique un jour sérieusement. Voilà. Moi, je pense que tout le monde a compris que la guerre était sans issue, sans solution, que jamais l'Ukraine ne battrait la Russie. Et Zelensky lui-même a dit de manière très claire qu'il était favorable à une paix en 2025 par des voies diplomatiques. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a compris que la guerre n'était pas la solution et que Poutine garderait la Crimée et le Donbass, et s'il les rend un jour, ce sera par des voies diplomatiques, mais pas par les voies de la guerre. Donc je pense qu'on en est là. Et donc après, il faut voir ce qui va se passer avec Trump. Évidemment que chacun essaye de faire la pression de son côté, par la guerre pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que Trump va proposer à l'un et à l'autre, à Zelensky et à Poutine ? Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Il est très probable que la Crimée restera dans le giron de la Russie. La grande question, ce sera le statut des 2 oblasts de Luhansk et de Donetsk. Voilà, c'est là que, à mon avis, la question va vraiment se poser. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qui est capable de faire un pas vers l'autre. Alors évidemment, il y aura une 3e question, c'est celle de l'intégration dans l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine est en train de basculer dans le défaitisme ? Vous rappelez la déclaration de Zelensky qui est, du point de vue d'un Boris Johnson, ce qu'il a toujours défendu, anormal, c'est-à-dire quand il dit il faudra des moyens diplomatiques en 2025. Je vous rappelle ce que disait toujours Boris Johnson. Pas de deal avec un crocodile, on ne traite pas avec Hitler, le reste est une forme de défaitisme. Est-ce que l'Ukraine ici est devenue défaitiste ? Danny Cohn-Bendit. Attention, la différence, et là, de Boris Johnson, c'est Churchill, Roosevelt, donc les Américains, qui ont décidé, les Américains, après qu'Hitler ait attaqué l'Union soviétique, de battre l'Allemagne et d'occuper l'Allemagne. Mais cette question ne se pose pas avec la Russie. Je veux dire, là, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer la situation de l'Ukraine face à la Russie et la situation des Alliés face à l'Allemagne et les Japonais. Les Alliés avaient pris la décision de battre et d'occuper l'Allemagne.
personne aujourd'hui pense battre et occuper la Russie. Donc à partir de là, les comparaisons n'ont aucun sens. Mais pardon, non, Danny Cohn-Bendit, l'Angleterre était prête, avant même d'être aidée par les Américains, à se battre jusqu'au bout. En Churchill, quand en 1940, oui, il dit on se battra, ils se battent seul, voilà. Darius, l'Angleterre, avec l'aide des Américains, était capable de se défendre à l'époque. L'Angleterre n'était pas capable, seule, de repasser la Manche et d'attaquer l'Allemagne. Elle était capable de se défendre. Oui, et que Churchill avait dit « Nous ne reculerons pas, nous ne céderons pas au chantage allemand, au bombardement. 8 mois de bombardement incessant de mai 40 à septembre. Donc arrêtons ces comparaisons. Aujourd'hui, la difficulté, pourquoi l'Ukraine est à genoux ? Parce que le peuple ukrainien n'en peut plus. Parce que c'est incroyable ce qu'ils ont mené comme guerre, 1000 jours de guerre. Et il faut savoir que les Russes, et c'est ça qui est ignoble, les Russes ont dû perdre entre 100 et 150 000 soldats. L'Ukraine ne peut pas... Comment ? Peut-être plus. Personne ne sait exactement. Mais les estimations je veux dire, pour la démonstration, vous dites plus, j'achète. Hein, c'est pas ça le problème. L'Ukraine ne peut pas se permettre cela. Poutine, le poutinisme, ça lui est complètement égal, les vies humaines russes, pour son projet. Il n'en a que faire. C'est pour cela que la situation est complètement différente, parce qu'une chose est sûre, ni l'OTAN, ni les Américains, avec ou sans Trump et tout ça, ne veulent se battre contre les Russes. Enfin, pardon, Daniel, mais il y a quand même un changement de doctrine. On entendait les représentants ukrainiens dire « c'est Hitler », jamais on ne traitera avec Hitler, jamais on ne traitera avec Boutcha, ce qui était une ligne extrêmement claire. La clarté de la ligne, au moins Boris Johnson a cette clarté-là. Et aujourd'hui, tout à coup, on dit, le président de la République, il y a quelques instants, dit on va parler à Poutine quand cela s'y prêtera, et puis on dit en 2025, on va faire un moyen diplomatique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va traiter avec la Russie, telle qu'elle est aujourd'hui. La comparaison avec Hitler est d'une telle bêtise que les bras m'en tombent des mains. On ne peut pas faire plus bête. Donc, Poutine n'a pas assassiné 6 millions de juifs. Il n'y a pas 65 millions de morts. Bon, on dit n'importe quoi. Et personne, comme l'a dit très bien Dany, personne n'envisage d'aller envahir la Russie et d'occuper la Russie. Tout ça est absurde. La comparaison est complètement à côté de la plaque. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que cette guerre à laquelle un certain nombre de gens ont cru, on pensait que l'Ukraine pouvait vraiment non seulement résister à la Russie, mais l'idée, c'est que l'Ukraine allait reprendre les territoires occupés par la Russie. C'était ça le but de guerre. Et d'ailleurs, Zelensky n'a cessé de le dire. Et tous les soutiens de Zelensky disaient on va reprendre la Crimée, on va reprendre les oblasts de Louhansk. Ça veut dire, pour être précis, plus personne n'y croit. Je vous pose la question aux deux. La Crimée occupée. J'ai pas fini. Non, bien sûr, mais juste pour bien préciser vos pensées à l'un et à l'autre, la Crimée qui est occupée depuis 2014, le président Zelensky, dans notre émission même, disait je pourrais me baigner en Crimée l'été prochain. Il n'y croit plus. Plus personne n'y croit. C'est pas ça que je disais. Je disais plus personne ne pense que l'Ukraine peut battre la Russie, peut gagner contre la Russie. Et l'Ukraine, on voit bien aujourd'hui les jeunes Ukrainiens désertent l'armée, ils essayent de partir partout, et je les comprends parfaitement. Hein, c'est pas du tout une critique de ma part. Dieu sait qu'ils ont été courageux, mais ils n'en peuvent plus. On va arriver à 600 000 morts pour rien du tout en termes militaires. En termes militaires, la Russie occupe toujours le Donbass, elle occupe toujours la Crimée. Et plus personne de sérieux ne pense que l'Ukraine va gagner. Moi, j'ai encore des messages de mes amis pro-Zelensky il y a 2 ans qui disaient l'armée russe est à genoux, ils ont plus d'avions, les avions peuvent pas décoller, les armes, les fusils sont tordus. Enfin bon, on racontait n'importe quoi. Voilà. Et donc maintenant, Zelensky lui-même dit qu'on va vers une solution diplomatique. Et le problème, pardon de le dire, il est double. Quel sera le statut du Donbass dans cette solution diplomatique et quelle sera la position des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Europe sur la question de l'intégration dans l'OTAN. C'est les 2 points majeurs. Et c'est là qu'on va en arriver. Examinons quand même l'argument contraire. On entend certains Ukrainiens qui ne sont pas d'accord avec leur président, qui disent non, au contraire, il faut continuer à se battre jusqu'à la Crimée reprise parce que l'économie russe se porte mal. Et en réalité, il faudrait tenir bon. Est-ce que vous achetez ce discours? Non, mais on a compris que vous n'êtes pas d'accord. Mais on entend les 2 points de vue. Non, vous n'avez aucune information fiable là-dessus. C'est de la blague. Ce que vous racontez, c'est de la blague, c'est de la daube. Vous n'en savez strictement rien.
Voilà. Quelles sont vos sources? Vous en avez aucune. On a nos correspondants. Non. Il n'y a aucune enquête d'opinion sérieuse sur le sujet. Les Ukrainiens, Dany a raison, ils n'en peuvent plus. Et en plus, beaucoup se battent. Luc-Ferry. Laissez-moi parler 3 secondes. Luc-Ferry, vous êtes gentil, puisque vous m'interpellez, je vous réponds. Non, je vous réponds. C'est vous qui me coupez la parole sans arrêt. Donc ça commence à bien faire. Je vous réponds. Donc il y a bien sûr. Je vous dis les choses. On n'est pas là pour discuter avec vous. Il est vrai qu'il y a 50 000. On ne recommence pas les discussions avec vous. Vous êtes là pour nous interviewer, pas pour discuter avec nous. Je vous amène des informations. Non, c'est pas une information, c'est de la blague. Donc 50 000. Il est vrai que 50 000 Ukrainiens, par exemple, ont déserté, mais beaucoup d'autres continuent à se battre. Donc ils croient en effet au combat. Qu'on ait les deux opinions. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous voulez laisser répondre aussi Dany Cohn-Bendit? Non, mais écoutez, coupez-moi la parole autant que vous voulez. Je sais que vous n'êtes pas d'accord votre argument. Non, je m'en fiche. Racontez ce que vous voulez, ça m'est égal. Laissez la parole à Dany. Voilà. Puisque de toute façon, on ne peut pas discuter sérieusement, c'est pas la peine. Non, vous êtes exprimé longuement. Non, vous me coupez la parole sans arrêt. Finissez votre argument. Non, ça va, ça suffit maintenant. J'en ai marre. Dany Cohn-Bendit. Donc moi, je crois que les deux sont vrais. Une partie de la population veut se battre. Une autre partie n'en peut plus. Alors quel est exactement le rapport de force? On le voit, et tous les correspondants, qu'ils soient d'ailleurs allemands, anglais, américains ou français, racontent que cette guerre pèse énormément et qu'il y a un essoufflement. Et l'essoufflement est dû aussi au manque de moyens. C'est pour ça que je dis, quand on refera l'histoire de l'aide des Occidentaux, disons, ou des Américains, des Allemands, des Français, des Européens aux Ukrainiens, on se grattera la tête. Rappelez-vous, la première aide décidée par les Allemands était d'envoyer des casques aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent. C'était ça la première définition de l'aide contre la Russie. Et à chaque moment, on discutait, ah non, cette arme-là, on ne peut pas. Ah non, cette arme-là, on ne peut pas. Ah non, cette arme-là, on ne peut pas. Et donc, je dis que ça a aussi sapé le moral et les capacités et les possibilités des Ukrainiens. Alors, avançons, Dany Cohn-Bendit. Avançons. Je finis la phrase, c'est tout. Aujourd'hui, Zelensky risque gros en avançant maintenant l'hypothèse de négociation parce qu'il sait que son peuple est divisé. Il est divisé. Alors, là où Luc a raison, je ne sais pas à combien en pourcentage, mais je sais qu'il est divisé entre ceux qui ne veulent pas céder, des jusqu'au-boutistes qui ont des arguments, et ceux qui, en fin de compte, disent « on n'en peut plus ». Et donc, Zelensky, sur une lame de rasoir, essaye de trouver une solution où il ne signera pas. Il ne signera jamais que la Crimée est russe, que le Donbass est russe, mais il signera un accord de cessez-le-feu le long de la ligne militaire. Et ce que font les Russes aujourd'hui, c'est d'améliorer leur ligne militaire. Alors, ils ont échoué. Dany Cohn-Bendit. Attends, je finis la phrase. Les Russes c'est une longue phrase. Oui, mais c'est la vie. C'est du Proust. C'est la guerre. La guerre, ça se résout. Allez, finissez. Vous n'allez pas vous énerver les deux, là, ça suffit. Alors, finissez votre phrase. Non, moi je dis simplement, voilà, c'est que aujourd'hui, ils voulaient prendre Kiev au début. Oui, ça on sait. Bah. Oui, mais c'est ça le problème. Là, ils ont échoué, mais ils ont réussi à sécuriser leurs lignes dans le Donbass et en Crimée. Alors, Dany Cohn-Bendit, est-ce qu'on est entré, et je vous pose la question à tous les deux, dans une course entre les deux présidents, le président qui va arriver et le président qui va partir, puisqu'on l'apprend à l'instant, je vous le livre ça, ce que l'on découvre dans le New York Times, Joe Biden permettrait à l'Ukraine de frapper la Russie avec des États-Unis, avec des missiles à longue portée. On sait, à 2 mois seulement de la fin de son pouvoir, donc, il autoriserait pour la première fois l'armée ukrainienne à utiliser des attaques MS pour frapper très à l'intérieur de la Russie. Ça, c'est la version Biden. Si ça se confirme, regardons l'autre version. C'est l'image de Monsieur Trump dans son avion. Et quand on regarde l'image de Trump dans son avion, on voit qu'il est entouré plutôt d'une équipe assez anti-ukrainienne, très critique sur Zelensky. C'est Musk,
qui a eu un tweet très moqueur sur Zelensky, et c'est son fils Don Junior qui a traité Zelensky de gros mendiant, pour résumer les choses un peu brutalement. Est-ce que M. Biden peut, en 2 mois, se permettre, disons, de bousculer un peu les choses et d'aller plus vite? Est-ce que vous y croyez, l'un et l'autre? Non, moi je laisse le sujet. Danny, vas-y, dis ce que tu veux. Danny Cohn-Bendit. Considère que je peux pas parler là. Moi, je crois sérieusement que oui, il peut. En fait, c'est pas qu'il ne veut bousculer, c'est que Biden a compris ce que M. Scholz n'a pas encore compris, que dans les 2-3 mois se jouent les conditions des négociations, et que Biden, dans cette proposition qui vient encore une fois trop tard, qui aurait dû venir il y a 3 mois, qui aurait dû venir il y a 4 mois, qui aurait dû venir il y a 5 mois, essaye d'améliorer la situation militaire des Ukrainiens, c'est-à-dire de frapper les Russes aux endroits d'où viennent les drones et les avions qui martyrisent l'Ukraine aujourd'hui. Pareil, non, le sujet est devenu radioactif. L'arrivée de Trump, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre à ce sujet, c'est-à-dire la pression mondiale que fait peser Trump. Ces images d'abord, parce que ça rassemble, ça ramasse un certain nombre de commentaires qu'on a fait. C'était une compétition de MMA au Madison Square Garden hier soir, son arrivée triomphale. La danse, on a l'impression que toutes les 2 heures, il y a une manifestation de ce genre avec Milei, avec Musk. Que dit, selon vous, ces images, cette espèce de triomphe avant même l'arrivée, l'un et l'autre? Luc Ferry. J'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que ça dit? Le fait que c'est un macho, c'est ça que vous voulez dire, un macho? Non, une droite très décomplexée qui arrive au pouvoir avec un très grand triomphe électoral. Le triomphe électoral, il est là. Le point commun avec ces dictateurs ou avec ces... il n'est pas dictateur, il est très bien élu. Oui. Je n'avais pas fini la phrase, donc c'est pas la peine. Bon, écoutez, demandez à Danny ce qu'il en pense. Voilà. J'avais pas fini la phrase, évidemment. Voilà, donc c'est pas la peine. Là, je peux pas parler, donc ça sert à rien. Ça devient, c'est pas possible. Tous les sujets deviennent radioactifs. Tout devient polémique. On peut rien dire qui soit cohérent. Vous pouvez répondre à la question. Non, mais vous me coupez la parole sans arrêt, donc je peux pas. Là, développez votre phrase. Allez-y. Et quelle est la question? Alors, que représente pour vous cette droite très décomplexée qui arrive au pouvoir? On va voir tous les signaux qu'il donne, c'est-à-dire il nomme un climato-sceptique à l'énergie, il affiche une équipe qui est 100% trumpiste au point le plus déterminé. Non, mais on va pas radoter à chaque fois. Trump représente quelque chose de très particulier aujourd'hui. C'est l'alliance d'un nationalisme quasiment fanatique, un chauvinisme, on peut dire un souverainisme, et c'est ça qui est nouveau, allié avec le néolibéralisme, avec un ultralibéralisme. C'est ça la nouveauté. C'est la même chose chez Milei, c'est la même chose d'une certaine manière chez Poutine. On a affaire à des gens qui sont soit des dictateurs, soit des gens bien élus, mais hyper nationalistes et en même temps néolibéraux. Et ça n'existait pas dans les années 30. C'est ça qui est nouveau. Et donc on a affaire à une situation, à un visage de la politique, à une doctrine politique nouvelle, ce mélange de souverainisme, je dirais même de chauvinisme exacerbé et de néolibéralisme comme on en voit nulle part. Et donc c'est ça que représente l'alliance de Trump et d'Elon Musk. Voilà. Et ça c'est très particulier, c'est très nouveau. Et d'une certaine manière, on dit que Milei c'est le Trump de la Pampa. Bah oui, c'est vrai. C'est à la fois hyper nationaliste et hyper libéral. Voilà, c'est ce à quoi on assiste et ça marche. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça marche en Amérique latine comme ça marche en Russie d'une certaine manière et ça marche aussi aux États-Unis. Alors maintenant, c'est insupportable à certains égards parce que on a affaire à des personnalités narcissiques folles et en même temps à des menteurs pathologiques. Mais néanmoins, ça plaît à ces peuples-là, alors que ce sont des peuples très différents les uns des autres. On ne peut pas comparer le peuple argentin avec le peuple russe et le peuple américain. Mais leur point commun, c'est d'aimer des nationalistes néolibéraux. Alors ça marche. Voilà. Et ça c'est très inquiétant pour nous parce qu'on a une Europe qui, elle, a abandonné le nationalisme et a abandonné assez largement aussi le libéralisme. Et donc, on a une Europe qui est post-nationale. Et moi, je suis pour. Je trouve qu'on a bien fait d'être post-nationaux. Et on est très peu libéraux. Et donc, oui, c'est vrai qu'on se retrouve herbivore par rapport à des carnivores sans bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est le grand retour de la droite, une droite assumée
guillemets, rigolarde, de bonne humeur. Moi, ce qui me frappe sur ces images, parce que, évidemment, chez les Européens, c'est le diable même qui est, beaucoup d'Européens, pas tous, mais une partie des Européens, c'est le diable même qui est arrivé au pouvoir. Regardez ces images de Musk qui se marre, il n'y a pas d'autre mot, en parcourant, il s'est filmé lui-même et il rigole lui-même avec le bon effet de son point de vue, des tweets dont il arrose maintenant la planète. Il y a une espèce d'hystérie, pour ainsi dire. Il tweet toutes les 30 secondes sur tous les sujets. Est-ce que ça signale l'arrivée de quelque chose en Europe ? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un retour de la droite très désinhibé, comme il y a eu en d'autres temps Reagan, dans un autre registre, qui donnait un mouvement. Danny Cohn-Bendit. D'abord, a posteriori, quand on compare, Reagan, c'était le soleil de la rationalité. À l'époque, il était beaucoup traité de facho, soyons honnêtes. À l'époque. Oui. J'aimerais bien retrouver vos déclarations de Danny Cohn-Bendit à cette époque. Hein. On disait c'est un facho, un anticommuniste primaire, c'est très dangereux, etc. Ah. Darius, oui. Je viens de dire a posteriori, comparé à Trump, ça paraît la rationalité. C'est tout ce que j'ai dit. C'est quand même Reagan qui était à Berlin et qui a dit « Mr. Gorbachev, tear down this wall ». C'était autre chose. Il avait quand même une vision de ce qu'était le monde à l'époque. C'était pas un nationalisme de repli. Et donc, a posteriori, aujourd'hui, Trump, c'est complètement différent. Parce que lui, le malheur qui existe dans le monde, par exemple, comme Trump, pour Reagan, c'était le communisme était quand même quelque chose d'exécrable. C'est quand même Reagan qui a été en Pologne soutenir Solidarność, ce que ne ferait jamais Trump. C'est ça que j'essaye de vous expliquer avec mes mots un peu simples et directs. Simplement, je dis par là qu'aujourd'hui, le nationalisme, le repli, le chauvinisme et le machisme, et c'est là où on va voir un peu ce que vaut ce machisme. Parce que Trump dit « je fais la paix en 24 heures ». Faire la paix en 24 heures, c'est d'un côté obliger Zelensky à accepter le Donbass et la ligne de démarcation là où sont les militaires, et que Poutine accepte la sécurité pour le reste de l'Ukraine. Parce que c'est ça, c'est-à-dire l'intégration dans l'Union européenne, et par l'article 7A de l'Union européenne, le devoir de défendre l'Ukraine, le reste de l'Ukraine, contre un possible recommencement de l'attaque de la Russie. Et c'est là où on va voir si ce chauvinisme machiste, qui est quand même assez désagréable culturellement pour moi, c'est la revanche, c'est une revanche du machisme contre une évolution qui, depuis une vingtaine d'années, avait quand même fait évoluer nos sociétés. J'aimerais vous entendre sur le fait d'avoir nommé ce Chris Wright, qui est un climato-sceptique tout à fait assumé. Et on peut peut-être entendre, je ne sais pas si on a en régie le sonore de Trump qui se vantait de dire il faut qu'on fore toujours plus pour le pétrole. Est-ce que là aussi, ça donne le signal à une certaine droite européenne qui n'ose pas dire qu'elle est climato-sceptique, parce qu'aujourd'hui c'est la mort sociale si vous le dites, mais il y a pas mal de gens de droite qui le sont en réalité? Mais ça va avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme considère que l'écologie, quelle qu'elle soit, que ce soit sur la question de la biomasse, de la biodiversité ou sur la question a fortiori du climat, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, c'est des empêcheurs de faire des affaires et de développer sans avoir des charges qui pèsent sur les entreprises. Donc, en fait, c'est pas tellement qu'ils soient climato-sceptiques, c'est qu'ils sont anti-écolos. C'est ça le vrai problème des néolibéraux, c'est que la plupart des néolibéraux détestent l'écologie parce que ça empêche de faire des affaires, ça pèse sur les entreprises. Et donc vous avez toute une droite en Europe qui considère par exemple que la voiture électrique en 2035 c'est une catastrophe. Voilà, parce que et beaucoup aussi, on va parler peut-être de l'agriculture tout à l'heure, beaucoup aussi d'agriculteurs considèrent que voilà, les normes écologiques qu'on leur fait intégrer, eh bien ça par rapport, on va parler du Mercosur sûrement, ça plombe leur compétitivité par rapport à l'Argentine ou au Brésil. Voilà. Et donc dès que vous êtes un néolibéral
néolibéral pur, l'écologie apparaît plutôt comme un empêcheur de tourner en rond que comme une aide ou comme quelque chose de défendable. Écoutez cette petite déclaration de Trump. Je vous laisse répondre, vous allez enchaîner, mais juste on écoute Trump parce qu'il donne ce ton-là, ce ton un petit peu rigolard avec lequel il dit « Moi, j'aime le pétrole, j'aime les forages ». Et il dit en substance à Kennedy, le écolo dans certains domaines, « Tu viens dans mon gouvernement, mais fous-moi la paix sur ces sujets-là ». Écoutez-le. Ce grand groupe de personnes, ce sont des gens qui travaillent dur, ce sont des gens fantastiques. Et nous pouvons ajouter quelques noms, comme celui de Robert Francis Kennedy Jr. Il est venu et il va aider l'Amérique à retrouver sa santé. C'est un type formidable et il est très sincère dans ses actions. Il veut faire certaines choses et nous allons le laisser faire. J'ai juste dit, Bobby, laisse-moi m'occuper du pétrole. Nous avons plus d'or liquide, de pétrole, de gaz que n'importe quel pays au monde. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. Bobby ne touche pas à cet or liquide. À part ça, va t'amuser, Bobby. Ce Trump-là, est-ce qu'il va ouvrir les vannes en Europe quand il dit « vive le pétrole, vive la consommation, on n'a pas à avoir honte d'être climato-sceptique ». Est-ce que ça va ouvrir des vannes selon vous ? Mais juste, je laisse la parole tout de suite à Dany, mais voyez bien, il dit pas qu'il est climato-sceptique, il dit pas qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, il dit laissez-nous faire des affaires. C'est pas après le climato-scepticisme est la conséquence de ça, mais c'est pas le point de départ. C'est pas parce qu'ils sont climato-sceptiques qu'ils sont néolibéraux, c'est parce qu'ils sont néolibéraux qui profitent pour habiller leur vision du monde, leur vision économique et technophile du monde, du climato-scepticisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, il dit pas je crois pas au réchauffement climatique. Il dit laissez-nous travailler, le pétrole c'est formidable, le gaz de schiste c'est formidable, voilà. Et donc on a plus de pétrole que que le reste de la planète réunie ou quasiment. Laissez-nous profiter de cette manne, de cet or, voilà. Et après on habille ça en disant de toute façon le réchauffement climatique c'est pas très important. Dany ? C'est comme ça qu'il fonctionne. Je crois qu'on l'explique comme ça ou qu'il y a d'autres moments où Wright par exemple qui a été nommé à l'énergie a lui fait des déclarations de climato-sceptiques. Mais qu'on l'explique comme ça, les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes. C'est que, et en Europe peut-être, parce qu'il existe un espace, une opinion publique quand même, qui regarde un peu ce qui se passe dans le monde, il est difficile en Europe, vu ce qui s'est passé en Espagne, en France, en Italie, un peu partout, de la dégradation climatique, de ne pas voir d'un côté que si on ne fait rien, la dégradation de la planète devient une dette qui dépasse de loin la dette financière qui existe aussi. Donc je crois que les conséquences de ce que fait... Alors si Marine Le Pen, ou si la droite, où Marine Le Pen a commencé à remettre en doute le réchauffement climatique, Madame Meloni a essayé aussi. Pardon. Mais vu ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus difficile en Europe. C'est beaucoup plus difficile. Mais Dany, pardon, est-ce que je peux vous soumettre un souvenir ? Moi, je ne veux pas citer par charité, mais un homme politique de droite important qui était là sur ce plateau, c'était juste après les déclarations du Premier ministre disant il fera le climat de Bilbao à Lille avec le réchauffement climatique qui... Au micro, il disait c'est terrible, c'est grave, etc. Vous coupez le micro, hors micro, il dit mais c'est pas grave, tant mieux si à Lille il fait le climat de Bilbao. Finalement, c'est pas mal. Il y a une partie des opinions qui pense ça et qui a l'impression qu'on l'empêche au fond d'exprimer. Oui, mais attendez, c'est un combat. C'est un combat. Je ne nie pas qu'une partie de l'opinion pense comme ça. Le problème, c'est est-ce que je me mets à genoux devant cette partie de l'opinion où j'essaye de mobiliser une partie de l'opinion française avec l'aide de Luc en disant mais regardez quelles seront les conséquences. Regardez les conséquences. Vous aide. On va voir s'il vous aide. Luc Ferry. Mais bien sûr que là-dessus... Non, mais bien sûr, Luc, il est quand même un peu rationnel. Alors, je veux dire, moi, ce que vous me citez, l'exemple de cet homme politique. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir c'est qui. Non, attendez, c'est pas l'Inquisition, c'est pas encore, il n'y a pas encore de bûcher. Qu'est-ce que c'est ? Si un mec dit des choses aussi débiles, aussi dangereuses, aussi méchantes,
que cet homme politique qui, d'un côté, publiquement dit, ferme le micro et dit le contraire, mais ce type, il faut. Mais il y en a plein comme ça, vous le savez bien. Il faut le poursuivre politique, mais je m'en fous s'il y en a plein. Donnez-moi des noms. Allez. Et moi je m'attaquerai politiquement à eux. Donnez-moi des noms. C'est plus le NK, c'est plus le NKVD. Vous avez perdu là. C'est plus l'Union soviétique est tombée. Luc Ferry. Comment l'Union soviétique? Je plaisante. Je plaisante. Ne vais pas vous fâcher aussi. Dany, là. Fâche-toi. Non, ça suffit. Je plaisantais. Luc Ferry. Je plaisantais. Non, je plaisantais. C'est une plaisanterie. Comme dans le film de Pierre Ninet quand il dit c'est une plaisanterie. Pourquoi on laisse faire? Non, je voudrais juste dire pourquoi on laisse faire quand on sait ces mensonges des hommes politiques ou des femmes politiques. C'est ça ma question. Union soviétique ou France ou Espagne ou le pape ou le Vatican. Est-ce que le mensonge érigé en système est quelque chose que l'on doit protéger? C'est tout ce que je vous demande. Alors, je reviens à ma question. C'est ce sentiment d'une droite qui a l'impression d'être sous le couvert d'une opinion dominante et qui se dit, voilà, avec Trump, enfin, on peut se libérer un peu de tout ça. Non, mais bon... On n'est ni l'un ni l'autre climato-sceptique. Bon, maintenant, il y a un débat pour savoir si on va vers 4 degrés ou 1,5, et c'est pas les mêmes conséquences. Et laissons le débat, il est à l'intérieur du GIEC, il est très important, mais personne d'intelligent n'est climato-sceptique. Bon. Et donc, c'est pas ça le sujet. Ce qui s'est passé dans l'histoire de l'écologie, c'est que quand l'écologie apparaît dans les années 70, puisqu'avant, elle n'existait pas, l'écologie politique. Quand l'écologie politique apparaît dans les années 70, elle est radicalement à l'extrême gauche. Elle n'est pas comme Dany, libertaire, sympathique, 68 arts sympathique. Elle est maoïste, elle est trotskiste, voilà. Lippietz, souviens-toi, bah si, je t'envoie un truc plutôt aimable, te plains pas. Et donc, quand Lippietz écrit son livre Vers Espérance, la première phrase du livre, Lippietz, tu te souviens de lui de Lippietz? Moi, je suis allé à Moscou avec lui. Lippietz, la première phrase du livre, la première page, je suis arrivé au vert par le rouge. Il était Mao. Il voit que le maoïsme s'écroule et il continue la lutte contre le capitalisme via l'écologie. C'est l'écologie de la décroissance. Le rapport Meadows, 74, la croissance zéro. Et donc, ce qui, dans l'imaginaire de la droite et des chefs d'entreprise pendant très longtemps, ça a changé aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, l'écologie, c'était juste le moyen de ranimer l'anticapitalisme d'extrême gauche. Et du coup, les gens n'y croyaient pas. Et donc, le climato-scepticisme s'est installé un peu partout à cause du fait que l'écologie politique était d'extrême gauche, qu'elle était Mao-Trotsko-communiste, et du coup, les chefs d'entreprise disaient « Mais non, ils disent que des conneries, ces gens-là ». Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est fini en France. En Allemagne, grâce à des gens comme toi, grâce au Réalo, contre les Fundi, l'écologie s'est bien installée, avec des effets pas toujours positifs. Sur le nucléaire, par exemple, je pense que l'Allemagne a manqué la marche. Mais bon, on peut avoir le débat. Mais en tout cas, l'Allemagne a été plus vite que la France, mais la France, aujourd'hui, c'est fini. Plus personne... Et ce que disait Darius, c'est vrai, être climato-sceptique, c'est la mort sociale et médiatique. Aujourd'hui, personne ne le peut. Mais il y a gardé chez les chefs d'entreprise et chez les libéraux cette idée que l'écologie politique, c'était le retour de l'anticapitalisme d'extrême gauche et que c'était pour ça qu'ils racontaient n'importe quoi. Ce qui était souvent vrai. Regarde, par exemple, sur la bombe P, la bombe démographique, les écologistes ont beaucoup déconné parce qu'on va vers la dépopulation aujourd'hui, par exemple, alors qu'on disait on va vers 13 milliards d'individus. C'est faux. Luc Ferry, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Vous nous emmenez très exactement par votre transition à la démographie. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre sur ce discours montant de la droite trumpienne disant l'Occident est menacé, il est menacé par son désastre démographique. Il faut lire le tweet sur X maintenant de Musk à ce sujet-là. Oui, l'Europe se meurt, dit-il, et il reproduit le taux de fécondité des femmes européennes. Il faut bien préciser d'ailleurs que, comme vous le dites, Luc Ferry, très justement, il n'y a pas que l'Europe. La Russie est dans ce cas-là, la Chine est dans ce cas-là. Mais est-ce qu'il est là en train de dire, cela dit, une vérité? C'est-à-dire que l'Europe est-elle en train de mourir? Luc Ferry. Bien sûr. Lisez l'excellent livre qui s'appelle Planète vide de deux chercheurs canadiens qui s'appellent Ibbitson et Bricker. Et là, c'est repris un peu partout aujourd'hui. On va vers la dépopulation, et surtout en Europe. La France est passée de 2,2 en 10 ans à 1,6. L'Allemagne est à 1,2, 1,1. Et donc, on a une dépopulation. Pourquoi? C'est lié à trois lames de fond. Un, l'émancipation des femmes.
qui accèdent à la pilule. Aujourd'hui, les femmes en Europe de l'Ouest et même en Europe de l'Est, d'ailleurs, elles veulent plus avoir cet enfant. C'est lié à l'État-providence qui prend en charge les vieux. Donc, en Afrique, on faisait des enfants parce que c'est les enfants qui s'occupaient des vieux, et c'est bien d'ailleurs. Et puis, c'est lié au déclin des religions. Quand on était très catholique, on prenait pas un préservatif, c'était interdit. Bon, et donc, je vais vite, mais c'est ça, et en plus, plus un pays est féministe, État-providence et dense, c'est le cas de l'Allemagne. Et moins il y a de natalité. Et donc on va vers la dénatalité. On va très rapidement avoir une population, et c'est vrai pour le Mexique, c'est vrai pour les pays du sud-est asiatique, c'est pas simplement vrai pour l'Europe. Pas vrai pour l'Afrique, c'est pas vrai pour le monde arabo-musulman, mais c'est vrai pour pas seulement l'Europe. Et donc on va probablement très rapidement aller vers 7 milliards de terriens. Aujourd'hui, on est 8 milliards, alors qu'on pensait tous, moi aussi, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, qu'on allait plutôt vers 10, 12, 13 milliards. Mais c'est fini. Dany. Oui, mais les conséquences de cela, d'ailleurs la disruption, c'est pas la peine d'en discuter, elle est réelle. L'Italie, avec le début d'un certain bien-être, les sociétés font moins d'enfants. Parce que les sociétés veulent profiter mieux de la vie. Et comme le dit en Italie, on faisait dans les années 40-50, on faisait 3-4 enfants par famille. Aujourd'hui, on n'en fait même pas 2. Même pas 2, ce qui amène l'Italie à 1,1, je crois. Enfin, bref. Donc, à partir de là, quelle est la conséquence? Alors, on peut être eugénique comme Musk et dire « Regardez, moi, je suis le super macho, j'ai 12 enfants, 13 enfants, je ne sais pas combien il en a, avec 2 femmes. Très bien, c'est une position, et que si la droite française, si quelqu'un veut reprendre cette position, allez-y, dites aux femmes, aux familles, faites 6, 7, 8 enfants. Ou vous créez une organisation de la société. Et là, les choses peuvent s'améliorer, mais là, il faut parler de ce qu'on a déjà discuté, du bien-être au travail. Si avoir des enfants et le travail ne devient pas une contradiction, c'est-à-dire si on arrive à réorganiser la manière de créer, de faire évoluer une famille et le travail, on peut un peu renverser la vapeur. Non. Mais c'est comme ça. Mais si on donne comme solution les femmes, vous restez à la maison et vous faites plus d'enfants, ça ne marchera plus culturellement en Europe. Et je crois même que cela ne marchera pas non plus aux États-Unis. Est-ce que c'est grave ? Regardez le graphique qui suit, parce que on dit avec raison, partout ça recule un peu. Oui, mais sauf que évidemment, selon l'importance du pays, c'est très différent. La projection, c'est Statista qui donne, c'est très fiable. On voit qu'en 1950 encore, là, l'Europe était bien représentée dans le classement des 10 pays les plus peuplés du monde. Alors la Russie, si on la met en Europe, mais le Royaume-Uni, l'Italie. En 2020, l'Europe est déjà sortie du classement. Et en 2100, regardez, le monde sera indien, chinois, pakistanais, nigérian, etc., sauf les États-Unis. Là, on voit que les États-Unis arrivent, eux, à rester dans la course. La puissance américaine, quand même, restera de ce point de vue-là. Mais c'est très grave pour un certain nombre de raisons qui sont gravissimes. D'abord, quand on a un système de retraite par répartition, il est évident que si on fait très peu d'enfants, le système de retraite devient très difficile à faire fonctionner. Il devient en vérité non viable assez rapidement, et ça fait partie des problèmes majeurs. Deuxièmement, sur le plan économique, une société sur le plan économique, ce qui fait fonctionner la demande keynésienne, c'est d'abord et avant tout la demande intérieure, beaucoup plus que la demande extérieure, évidemment. Et puis troisièmement, sur le plan militaire ou sur le plan même je dirais, de l'immigration, du rapport à l'immigration. Là, on fait venir, les métiers en tension, on en a parlé 10 fois, des immigrés pour soulager les métiers en tension, en particulier à la restauration et l'hôtellerie. On voit bien que, du coup, la baisse de natalité, elle incite à faire venir les immigrés. Et puis, quatrième point, le vieillissement. Le vieillissement de la population, c'est le phénomène majeur des 50 années qui viennent. On va avoir Est-ce que vous savez combien il y a de centenaires en France ? Il y en a 40 000.
Je me souviens encore, il y a 5-6 ans... Ça paraissait rarissime. Mais oui, et puis on disait, il y en a 500, il y en a 40 000, et ça va ne faire que croître et embellir, voilà, si je puis dire. Et donc, on va avoir un vieillissement de la population qui est assez problématique, parce que c'est vrai que, bon, Dany et moi, on est hyper performants, et on est grandiose voilà. En innovation, mais, et on est très réactifs, et on se met en colère, mais sinon, c'est le vieillissement de la population sur le plan de la recherche scientifique, si vous voulez, sur le plan de l'innovation, sur le plan des capacités à changer le monde, on change moins le monde à 80 ans qu'à 25 ou 30 ou 40, voilà. Et donc ces phénomènes-là sont dangereux. Non, mais toi, Dany, regardez, je vais faire plaisir. Regardez, j'ai une citation pour vous, à votre cœur de vieux gaulliste, Luc Ferry. Oui, ce que disait De Gaulle sur le sujet, parce qu'on dit souvent, c'est pas important la démographie, etc. Non, De Gaulle, il va à Saint-Cyr en 56 et il dit, c'est le moment où la natalité reprend. Il dit exactement ce que vous dites sur l'importance de tout pour la démographie. Nous avons recommencé à nous multiplier. Nous sommes, nous les Français, chaque jour plus nombreux. C'est une chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ce qui peu à peu va changer tout chez nous. L'état l'esprit d'entreprise, l'obligation d'agir. Oui, le nombre, la démographie compte pour être une grande puissance. À tous égards, Dany Cohn-Bendit. Darius. Tu peux faire toutes ces constatations. Elles sont toutes vraies. Mais aussi vrai est que dans les 10 années à venir, ou les 20, les Françaises et les Français, les Allemandes et les Allemands, les Italiennes et les Italiens, les Anglaises et les Anglais ne feront pas plus de gosses. Ils n'en feront pas plus. Alors vous pouvez, sur LCI, entre 18h30 et 19h, dire « on n'a pas assez d'enfants », quelles sont les conséquences ? Les conséquences de cela, c'est pas de reprendre toujours « il faut faire plus d'enfants », qui ne se fera pas. Les conséquences seront d'un débat serein, et alors là, qui est contaminé, qui est le débat sur l'immigration. Parce qu'il est vrai que si nous voulons maintenir notre niveau de vie, si nous voulons maintenir le nombre de salariés nécessaires pour, même avec une réforme des retraites, pour financer les retraites, il faut augmenter la force de travail, et donc les États européens vont devoir trouver une immigration. Alors les uns disent immigration choisie, les autres disent une immigration qualifiée. Le débat est là, mais il est certain qu'une des réponses, disons, à la réalité démographique sera une nouvelle réalité d'immigration dans ces pays. C'est comme ça. Plus on attend, plus on a peur, ou plus on pose mal le débat, par exemple des gens de gauche, plus on n'arrive pas, donc rationnellement, calmement, à mettre sur la table cette nécessité, plus on prendra de retard, plus on aura des difficultés. Le problème, c'est que les Européens n'en veulent pas. La solution que propose Dany, comme si elle était inévitable, les Européens n'en veulent pas. Donc on a quand même un problème démocratique. Ils n'en veulent pas. Voilà, ils veulent pas d'immigration. Voilà, donc alors s'ils veulent bien une immigration choisie, ce qu'a fait Madame Meloni, très bien, légale et choisie, mais ils veulent pas d'immigration massive, pas légale et pas choisie. Et donc comme c'est très difficile de trier, globalement, ils sont à 80% des Français sont contre. Donc moi je pense que la vérité, si on veut qu'il y ait plus d'enfants, c'est pas en effet en criant on va tous j'allais dire une grossièreté, mais enfin on va tous baiser. Bon, non, c'est pas ça. Il faut, qu'est-ce qui fait que les gens ont peu d'enfants? J'ai évoqué l'émancipation des femmes, j'ai évoqué l'État-providence, j'ai évoqué le déclin des religions, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que avec la naissance du mariage d'amour, qui est devenu la réalité de tous les mariages au XXe siècle dans la vieille Europe, nous aimons nos enfants comme jamais, nos petits-enfants comme jamais, et du coup, on veut s'en occuper bien. Voilà. Et donc, il faut que l'État aide les familles à bien s'occuper des enfants. Il faut que l'école fonctionne bien. Il faut qu'il y ait des crèches qui fonctionnent bien, qu'il y ait des garderies qui fonctionnent bien. Il faut qu'on se dise, 2 enfants
Parfait, mais 3, si on nous aide, on peut y arriver. Et c'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que ce que comprennent pas mes amis de droite très souvent, ils disent on va payer, on va donner les allocations. Mais c'est fini l'époque où le 5e enfant c'était la machine à laver, c'est terminé ça. Alors, ça fonctionne plus comme ça. On aime nos enfants et on veut pouvoir s'en occuper bien. Voilà. Et il faut que l'État et les collectivités aident les familles aller à 3 enfants et que ce soit pas une catastrophe d'avoir un 3e enfant. Alors, très, très court, Danny Cohn-Bendit, encore là-dessus. Faites attention, vous avez un programme informatique. Selon le geste que vous faites, si vous faites comme ça fait une espèce de smiley. Allez-y, on vous écoute. C'est important. Oui. C'est important. Oui. Je voudrais rajouter à ce que dit Luc, c'est que pendant la période où des petits-enfants, il faudrait donner aux familles la possibilité de réduire leur temps de travail. Pas des femmes simplement, hommes et femmes alternativement, c'est à eux de choisir. Parce que il y a les moments difficiles dans une famille, ce sont quand les enfants sont les plus petits, même s'il y a des crèches, même si on fait des écoles maternelles, etc. Quand même, c'est-à-dire de repenser l'organisation sociale de la société avec le travail, en fonction aussi de ce que vient de dire Luc. Danny Cohn-Bendit. Si on a des enfants, on a envie de s'en occuper. Bien de moi. Non, on a envie de s'en occuper. Non, merci. Mais sérieux. Oui, j'ai compris. Vous êtes très bien. On peut avancer quand même au thème suivant. Vous êtes, franchement, vous êtes donné le mot là tous les deux ce soir. Oui, finissez votre phrase, je vous en prie, Danny Cohn-Bendit. Finissez votre phrase. Je voulais simplement dire. Il y a des réponses qui dépassent le nœud de votre cravate. Très bien, bravo, bien envoyé. Maintenant, j'aimerais vous entendre l'un à l'autre sur le sort de Marine Le Pen. Elle s'est exprimée au journal de TF1 dans la semaine et ça a été évidemment l'événement politique. Est-ce que c'est sa mort politique ? Est-ce que la justice ici a été politisée ? Est-ce que ça a été un verdict politique comme elle le dit ? Votre regard d'abord brièvement l'un à l'autre sur le sujet. Bon, indépendamment de ce que j'en pense moi, et je parle objectivement, et je dirais exactement la même chose si c'était Mélenchon ou si c'était Glucksmann, qui était empêché de se présenter. Ce sera perçu par leur soutien, et bien au-delà de leur soutien, comme une justice politique. Et c'est la loi Sapin, on la connaît, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que s'il doit y avoir sanction, si quelque chose de mal a été commis par le Rassemblement national et par sa patronne, il faut qu'il y ait sanction. Moi, je suis pas du tout pour l'impunité. Voilà. Mais je pense pas que la bonne sanction, ce soit l'inéligibilité, sauf quand il y a crapule. Quand il y a crapulerie. Si un élu a violé une petite fille, ou s'il a assassiné quelqu'un, ou s'il y a enrichissement personnel, on a un élu là qui, avec notre argent, achète du shit. Attends, mais moi ça me rend malade. Il est toujours député, il est pas viré. Bon, voilà. Donc quand il y a crapulerie, quand il y a des actions crapuleuses, je comprends parfaitement qu'il y ait inéligibilité. Là, c'est pas le cas. Et donc je dirais exactement la même chose. Encore une fois, si c'était Mélenchon, ou si c'était Glucksmann, ou si c'était n'importe quel autre candidat à la présidence de la République, qui est punition, qui est sanction, qu'on pénalise, que l'argent touche au portefeuille, etc. Oui, mais pas l'inéligibilité, c'est pas raisonnable. Alors cette loi, je comprends pas pourquoi les députés ont été assez stupides pour voter cette loi. Elle est absurde. Il faut que l'inéligibilité, c'est pas la bonne punition pour ce type enfin, je sais pas comment on dit, d'enfrein, d'atteinte à la loi, voilà. Et en plus, bon, il y a quand même un vrai problème, c'est que c'est vrai que la question de savoir pour qui travaille exactement un assistant parlementaire est pas très claire. Bon, c'est pas évident. Il travaille quand même d'abord et avant tout pour son parti et pour son patron. Mais bon, d'accord, c'est la loi. Bon, il faut qu'elle soit punie, voilà, mais pas l'inéligibilité. Darmanin l'a dit, alors que Dieu sait que c'est pas un ami de Marine Le Pen. Danny Cohn-Bendit, sur le même sujet. Tout le problème, non, l'argument de Luc se tient. Moi, je crois qu'il faut la pénaliser. Ils ont organisé un vol, où il y a un vol organisé sur une dizaine d'années de plusieurs millions, je ne sais pas combien, d'euros. Donc, c'est un vol organisé. Ils ont piqué dans la caisse, etc. pour faire. Alors, le problème, c'est. Attends, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'il y a eu une obligation chez eux de redistribuer au patron une partie. Et là, c'est personnel.
Et là, c'est personnel. Donc, mais moi, je ne sais pas le dossier. Le problème, il est, aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est ça, s'attaque non pas seulement à l'inéligibilité, ça, c'est un argument qu'on peut entendre, mais dit c'est un procès politique. Non, c'est un procès parce qu'il y avait crapulerie. C'est un procès parce qu'il y avait vol organisé. Et donc, et que la même Marine Le Pen demande qu'un jeune émigré, s'il vole 3 bananes, il soit puni. Alors, Dany Cohn-Bendit, pardon, juste pour être bien précis, pour l'instant, ça n'est que le réquisitoire. Et le cœur du sujet, c'est le fait que la destination n'était pas respectée. C'est-à-dire que cet argent allait, les assistants parlementaires s'occupaient du parti en général. Darius, le MoDem a été condamné. C'est pas que le réquisitoire, hein, mais c'était moins. Donc, il faut, par rapport à la condamnation réelle, hein, il faut voir maintenant ce qui va être. Je ne demande pas moi ce qui m'énerve, c'est pas qu'elle dit si elle s'attaque à l'inéligibilité, elle a des arguments, mais elle s'attaque à la condamnation comme si elle n'avait rien fait. Et ça, je dis non. Elle est touchée par la loi. Comme elle demande que les jeunes émigrés soient touchés par la loi. Merci. On a entendu vos points de vue. 15 secondes. 10 secondes. Si elle s'attaque à l'état de droit et aux magistrats, c'est à cause de la procureure qui a dit « je n'ai rien contre vous, mais ça me ferait mal de ne pas vous condamner ou de vous relaxer ». C'est à cause de ça, Dany. Cette procureure, elle a dit une énorme bêtise. Tu sais, même les avocats de gauche, archi-da gauche, disent « mais on aurait été là à défendre Marine Le Pen, on aurait fait un scandale absolu ». Et ça, c'est ça qui a déclenché cette critique des magistrats. On reviendra. Magistrats, procureurs, pas du siège. On reviendra à ce sujet. Puisque l'affaire va continuer, je rappelle que c'était seulement le stade de la réquisition. Margot Haddad, à vous ce soir. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Président de l'AMF, maire de Cannes, mais également président de Nouvelle Énergie, David Lisnard est mon invité dans un instant, juste après la pub. À tout de suite.